Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, ma première fois, le podcast de RH Performance. RH Performance, cette belle entreprise qui intervient en recrutement, en formation, en coaching, en team building et en outplacement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Francis-Édouard Paulet. Bonjour Francis-Édouard, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci. Ouais. Pour la petite histoire, Francis-Édouard et moi, on se connaît depuis de nombreuses années. On a partagé quelques années de notre vie étudiante avec des moments de culture, des moments de découverte et des moments de fête, on peut le dire. Et je suis ravi de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai une vraie affection pour toi et je trouve que ton parcours entrepreneurial mérite clairement d'être partagé si tu en es d'accord. C'est tout partagé, mon cher Hervé. Eh bien, c'est chouette. On va passer un bon moment. Ce que je te propose pour démarrer ce podcast, c'est que peut-être tu nous parles de peut-être ton contexte familial. Et quand on a préparé ce rendez-vous, j'ai bien aimé, tu as amené une notion un peu de préparation, voire de conditionnement à une vie future. Est-ce que tu veux bien, quelque part, je pourrais dire, planter le décor ou nous parler du contexte à l'époque ? Alors, Francis-Édouard Paulet, le fils de Francis Paulet, qui est fondateur de Promode, petit-fils de Francis Paulet, qui a dirigé la Redoute, aîné des petits-enfants, aîné aussi de ma fratrie plus restreinte. Donc là, ça plante un peu déjà un décor où le sac à dos a pu se charger progressivement. Et effectivement, je pense qu'on peut parler un petit peu de conditionnement, mais à la fois aussi, il y a donc un passé vraiment très riche et donc une sorte d'héritage extrêmement positif qui a été très structurant pour ma vie future. Ouais. Et puis, tu parlais effectivement des prénoms qu'on transmet de génération en génération, c'est la tradition, c'est un certain nombre de rituels, etc. Quand on parlait de conditionnement, quand on a préparé cette interview, tu me disais que très tôt, tu disais, moi plus tard dans ma vie professionnelle, j'irai travailler chez Promode. Ouais. Alors j'ai toujours vu mon père très passionné par cette belle entreprise. Et forcément, je pense qu'en tant que fils, on souhaite aussi être aimé et respecté par son père, qui m'a toujours beaucoup démontré d'affection. Et donc j'ai toujours été très intéressé, mais de manière sincère, à l'entreprise. Et donc j'avais comme objectif de non seulement y travailler, mais aussi de reprendre l'entreprise familiale. Ouais. C'était quelque chose qui était pour moi un peu un chemin tout tracé. Ouais. Alors, tu fais tes études à Paris, je crois que tu fais l'ISG, et puis avant de rejoindre l'entreprise, parce que tu avais très envie, que te dit ton papa ? Donc, une fois mon diplôme en poche, mon père me dit « Écoute, t'es bien gentil, mais il va falloir d'abord faire tes preuves ailleurs. Et donc, tant que tu n'auras pas eu une première expérience professionnelle réussie, il n'est pas question que tu envisages d'entrer dans l'entreprise familiale. » Et pourquoi c'était important aux yeux de ton papa justement que tu aies une expérience en dehors, réussie, durable, avant de rejoindre l'entreprise familiale ? Je pense que c'est un excellent réflexe qu'il a eu, puisque à l'époque, je n'étais pas forcément le seul prétendant à entrer dans cette entreprise, puisque j'avais aussi des cousins. Et au moins, ça permet de déjà discerner quelle est sa voie, dans quoi est-ce qu'on veut s'investir. Et c'est là où on se rend compte que beaucoup de mes cousins ont pu vraiment s'épanouir dans d'autres voies sans forcément prétendre à revenir. Pour ma part, donc, j'ai pu travailler 6 ans chez Newworks, qui fait de l'impression de documents et qui était une expérience qui était vraiment très très riche pour moi. Et puis après, on jouait un petit peu au chat à la souris. Moi, je ne voulais pas lui demander frontalement. Lui, il espérait m'intégrer, mais il n'osait pas me le demander non plus. Et sur un malentendu, on s'est dit, allez, on y va. À un moment donné, vous avez dit, c'est bon, c'est le bon moment. Exactement. Ah ouais. Quand tu parles de cette période où tu avais envie, on se tournait un petit peu autour. Pourquoi ? C'était quoi ? C'est que vous n'avez pas osé dire clairement, toi, j'ai envie de rejoindre l'entreprise, et ton papa dire, rejoins-nous, c'est ça ? Disons que de mon côté, j'attendais secrètement qu'ils me disent, compte tenu de ce de par tes compétences, je pense que tu peux apporter quelque chose à Promode. Et lui, je pense qu'il ne voulait surtout pas me forcer la main et voulait que ça vienne de moi. Ouais. Et donc, à un moment ou à un autre, vous vous rencontrez, vous vous parlez et vous dites c'est le bon moment. Exactement. Ouais. Cette expérience extrêmement riche de Promode, et puis on va y revenir,
Moi, je l'ai comprise en 2 temps. Je crois qu'il y a un premier temps, et tu vas pouvoir nous l'expliquer, qui est le temps de la découverte du terrain, c'est rentrer vraiment au sein de l'entreprise, découvrir ce que c'est des magasins, etc. Et puis une deuxième, on va en parler. Comment se passe cette première étape où je crois que je ne vais pas dire que tu fais tous les postes, mais tu passes vraiment par les postes clés d'une grande enseigne de la distribution. Donc, j'y connaissais absolument rien en retail. Et donc, il fallait choisir un domaine par lequel j'allais pouvoir prendre le morceau, qui est un gros morceau. Et donc, ça a été par le réseau. Et donc, j'ai commencé par être responsable de boutique à Boulogne-Billancourt. Et à l'époque, c'était en 2004, j'avais 30 ans pile, avec cette expérience de pilotage de boutique, qui étaient des gros centres de production, de reprographie parisiens. Donc j'ai eu les 6 premiers mois assez compliqués, puisque c'était une ambiance féminine, des réflexes que je n'avais pas forcément, peut-être aussi plus âgé que la moyenne. Mais au bout de 6 mois, j'ai vraiment pu commencer à prendre beaucoup de plaisir en tant que responsable de boutique, ce qui m'a permis d'évoluer 1 an et demi comme responsable de région, puis directeur pays de l'Ibérie, donc Espagne-Portugal, basé à Madrid, pendant 3 ans et demi, où là j'ai pu vraiment m'éclater, donc dominer ce que je fais dans le concret, avec des équipes que je peux animer à ma manière. Et puis aussi, je pense que les chiens ne font pas des chats, vraiment picousé dans cette ambiance d'entreprise qui est très humaine. Enfin, aujourd'hui, Promode, c'est toujours le cas, est une entreprise qui a des valeurs qui sont très fortement incarnées humainement. Est-ce que ça veut dire que cette expérience terrain te permet vraiment de vivre l'entreprise telle qu'elle est, avec les équipes, avec les clients, avec tout son contexte, c'est ça l'idée ? Exactement. Le fait de pouvoir maîtriser, ou en tout cas d'avoir un périmètre à soi sur lequel on peut vraiment s'exprimer. Qu'est-ce que ça t'apprend, cette première expérience terrain, magasin, région, pays ? Alors ça m'apprend vraiment la force de l'humain. On peut dire que la clé, ce sont bien les équipes. Ensuite, ça m'a donc permis de vraiment sensibiliser à tout ce qui était approche client, donc la sensibilité client, le visuel merchandising, les vitrines, le concept magasin. Voilà, c'est un peu le cœur du métier, du métier qui me sert beaucoup aujourd'hui. Comment les équipes accueillent un collaborateur qui est le fils du dirigeant ? Est-ce que tu sens que l'accueil est un peu mesuré ? Est-ce qu'ils arrivent à garder leur naturel ? Comment cet accueil il est ? Alors c'est un accueil qui a toujours été très bienveillant au niveau du siège, et pour la majeure partie des équipes, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et ça, je le dois aussi, je pense, à la simplicité de mon père qui a toujours été proche des équipes. Mais je peux dire qu'à Boulogne-Billancourt, j'étais accueilli à Boulet Rouge, où pour le coup je piquais entre guillemets la place d'une responsable adjointe qui pensait être promue responsable de boutique, et c'est là où j'ai vu ce que c'était que un climat conflictuel. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va s'en séparer, mais les RH m'ont dit pour se séparer de quelqu'un il faut monter un dossier. Donc ils m'ont vraiment mis à l'école d'y aller pas à pas et puis de monter ce dossier pour recomposer petit à petit l'équipe qui va fonctionner. Donc l'accueil n'a pas toujours été forcément chaleureux. Effectivement. Okay. Donc ça, c'est cette première expérience. Terrain, tu découvres le magasin, le merch, les clients, les équipes, etc. Et puis au bout, je crois, de 5-6 ans, on te fait un peu d'appel du pied pour passer sur une autre dimension, une autre typologie de poste, c'est bien ça ? Exactement. Le DG de l'époque, Patrice Lepoutre, pour ne pas le nommer, m'appelle en me disant « Écoute, je vais devoir passer la main dans quelques années et c'est toi que je choisis pour pouvoir me remplacer comme futur directeur général de Promode. » Comment tu as accueilli justement cette proposition de se projeter, de se conditionner à un poste plus important ? Forcément, pour moi, c'était un peu un aboutissement à l'époque de me dire enfin, je vais pouvoir accéder un peu au Graal, à mon rêve de pouvoir être légitime et diriger l'entreprise familiale. Parce que pour moi, diriger l'entreprise familiale sans être légitime, ça n'a aucun sens. Et donc, il m'a dit, ce qui est important maintenant, c'est de se donner les 3 prochaines années pour te former. Comme aujourd'hui, tu connais bien le réseau, on va maintenant te former sur l'expansion, sur l'offre.
et ce qui te permettra d'avoir les armes pour pouvoir atteindre ce poste. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui était une erreur. L'intention de bien faire, elle était vraiment là, mais le fait de mettre en situation une personne dans un poste qu'il aura dans quelques années, forcément, on ne vit pas le moment présent et on se projette déjà sur le poste tel qu'il sera. Et je pense que ça a été très difficile à gérer de mon côté. Ouais. Qu'est-ce que c'est venu toucher, quoi? Est-ce que ça t'a mis en pression? Est-ce que tu t'es senti de plus en plus responsable, peut-être trop responsable? C'était ça, cette période? En fait, le critère de succès, je pense que c'est vraiment d'être ancré dans le moment présent avec un poste que l'on mérite à l'instant T. Et puis, si un an après, ou en tout cas peu de temps après, on décide de passer à un autre poste, à ce moment-là, on est toujours dans ce moment présent. Et le problème de se projeter en disant, bah voilà, tu te formes et après, tu auras ce poste-là, je pense que c'est le meilleur moyen de faire perdre ses moyens, de ne pas être à la bonne place, de ne pas avoir la bonne posture, etc. Pour autant, tu as un parcours extrêmement riche, parce que tu parlais de l'expansion, la centrale d'achat, c'est ça, ces différents postes, et tu es même allé jusqu'à la direction commerciale. Tu peux nous en dire quelques mots de ces différentes responsabilités? À la centrale d'achat, j'avais pas de poste, j'étais en observation pendant un an. Donc autant dire que je participais à toutes les réunions sans pouvoir, en étant en influence, mais sans vraiment pouvoir prendre ma part. Et donc j'ai dit à Patrice Lepoutre, là, il faut absolument que je reprenne un poste opérationnel, je ne peux pas continuer comme ça. Et c'est là où j'ai pu prendre la direction commerciale groupe, qui était à l'époque la gestion des stocks, le marketing, la logistique et une partie du réseau Asie-Moyen-Orient, puisque à l'époque, Promode était présent à travers 55 pays et 1000 magasins. Donc c'était un gros morceau. Et à l'époque, justement, c'est combien de magasins au total? Plus de 1000 magasins. Plus de 1000 magasins sur autant de pays. Ouais. Donc un sacré périmètre, on peut dire. Voilà, donc je passais ma vie dans les centres commerciaux, dans les aéroports, avec du décalage horaire. Un vrai businessman. J'avais plus l'image d'un hamster qui roule dans un peu sans fin. Voilà, dans une lessiveuse. Ouais, ouais. Et tu intègres le COMEX de l'entreprise. Exactement. Ouais. J'ai envie de dire, la voie est toute tracée pour le step rêvé pour lequel tu as été préparé, qui était de devenir à terme, ou quelques années plus tard, le patron de Promode. Et qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas aller jusque ce poste-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que j'ai bien pris mon poste. Après, avec quand même beaucoup de sujets qui me dépassaient complètement. Autant je maîtrisais bien le réseau de magasins, mais autant il y a beaucoup de problématiques que j'avais vues de loin, mais pas forcément de manière concrète. Donc je pense que c'était peut-être un petit peu vite. Et puis il y avait aussi toute une ambiance d'influence politique, beaucoup de réunions, qui fait que je pense que je ne me sentais pas à ma place. Et un besoin fondamental de revenir aux sources, à moi-même, et de créer un projet qui me ressemble. Et ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment ou à un autre, on te propose plus ou moins ouvertement le poste, ou est-ce que c'est toi qui dis à un moment ou à un autre, tiens, je fais le choix de sortir de l'entreprise familiale, de ne pas réaliser ce qui était peut-être ton rêve à l'époque, et de partir sur autre chose? C'est ça l'idée? Là, je crois que tout ce contexte familial, en étant le fils, le petit-fils, le fait d'avoir aussi un chemin un petit peu tout tracé, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je reparte de zéro, que je crée quelque chose qui m'appartienne vraiment, et de repartir d'une feuille blanche. Ouais. Donc c'est vraiment ce besoin de liberté, de me réapproprier ma vie professionnelle, qui a fait que j'ai annoncé à mon père que j'allais quitter l'entreprise. Et donc je crois qu'il est tombé de sa chaise, mais à la fois très étonné et surpris, mais de l'autre enchanté, puisque c'est ce qu'il avait fait, puisque lui-même était à la Redoute quand il avait 30 ans et a décidé de fonder Promode. Ouais. Comment si on se fait ce petit voyage en arrière, ce moment où tu annonces que, pour finir, c'est plus ton rêve, tu veux faire autre chose, tu te souviens dans quel état tu étais, dans quelle ambiance il y avait au moment où tu t'annonces tout ça? C'est forcément un grand vide qui s'ouvre en face de soi. Mais je crois que
J'ai aussi une foi qui me guidait vraiment dans cette voie-là. Et je savais que c'était le bon choix. Donc, beaucoup d'inconnus. On lâche quand même une certaine sécurité, une certaine reconnaissance. À l'époque, j'étais très attaché aux équipes. Je pense que c'était réciproque. Et tout d'un coup, on se retrouve chez soi devant une feuille blanche. À quel moment tu t'es dit, c'est une évidence, je ne dois pas continuer? Est-ce qu'il y a eu un élément particulier, un contexte où tu t'es dit, ça y est, je pense que mon choix est fait, ma conviction est forte? Pourquoi je te dis ça? Parce que, vu un peu l'extérieur, je me dis, tu avais une voie tracée, comme tu le disais, une sécurité, un emploi, tout ce qui va avec. Et puis le step d'après qui était effectivement être dirigeant d'une magnifique entreprise. Et tu fais le choix de ne pas y aller. Est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un élément marqueur où tu t'es dit, c'est devenu une évidence pour moi, je n'irai pas plus loin? En fait, ce qui est important de savoir, c'est que je suis quelqu'un d'intègre et je ne peux pas me mentir à moi-même. Donc si les choses ne vont pas comme je le souhaite, je ne vais pas me mentir à moi-même et je vais prendre les décisions qui s'imposent. Et là, en l'occurrence, je sentais que je n'étais pas tout à fait à ma place, que je ne pouvais pas donner le meilleur de moi-même et que si je continue dans cette voie-là, progressivement, j'allais peut-être perdre la vie que j'avais en moi. Et donc c'était un peu un instinct de survie, de dire non, moi je ne veux pas être dans un placard avec un gros salaire. Ce qui m'importe, c'est d'avoir une vie où je puisse vraiment porter du fruit. Et c'est là où je fais le choix d'envisager l'impensable qui était l'entreprise familiale. Comment ça a été accueilli dans la famille et auprès des proches, cette décision de refuser le... Je crois que ça a beaucoup surpris, mais bon, après tout le monde a bien pu comprendre ce choix. Je pense que c'était un choix qui était vraiment tripal, donc dans ces cas-là, il n'y a pas de remise en cause possible. Et aujourd'hui, je m'en félicite. Tu as employé un mot tout à l'heure, j'aime bien rebondir sur ce mot-là, c'est le mot liberté. Et juste amener cet élément, quand on questionne les dirigeants sur la raison principale pour laquelle ils veulent créer, 82% répondent la liberté. Toi aussi, c'est la liberté qui t'a donné envie de te lancer? Moi, je crois que c'est un mélange de liberté et de quête d'identité. La liberté de vraiment reprendre la main sur une vie qui m'appartient. Et le fait d'être un petit peu comme ça, conditionné toute mon enfance et toute ma jeunesse, ne manie pas pour rien. Et donc d'identité aussi, parce que forcément, j'avais ni mon nom, ni mon prénom qui m'appartenait, même si j'ai un prénom composé. Et je pense que c'est pas par hasard que j'ai pu fonder Sigouar, qui est vraiment mon surnom et qui me correspond bien. Et le mot est fort quand tu dis reprendre. Je reprends mon identité, je reprends ma liberté. Il y a un mot fort, c'est reprendre. Est-ce que tu veux bien développer ce que tu veux dire par reprendre? Tu dis que ça ne t'appartenait pas complètement? Je pense que c'est tout ce contexte qui a fait en sorte que progressivement, je me suis peut-être laissé enfermer dans un contexte qui ne me correspondait pas, peut-être. Et donc c'est pour ça que je dis reprendre. Et encore une fois, je tiens à préciser que tout le monde, toutes les parties prenantes, que ça peut être ma famille, l'entreprise, a cherché à bien faire, a cherché à me faire réussir. Ouais. Et puis l'acte, je trouve, de reprendre sa liberté. Et à côté, je trouve cette image de moment où peut-être que le mot est fort, mais j'enlève mes chaînes, j'enlève cette carapace ou cette armure que j'avais pour quelque part devenir ou tenter de redevenir soi-même. Est-ce qu'on est un peu là-dedans? Moi, je pense qu'on peut parler de chrysalide, où c'est important de passer par une étape de chenille pour pouvoir vraiment voler de ses propres ailes. Et toute une phase où tu as beaucoup appris, etc. Donc tu décides de prendre ta liberté. Je trouve qu'il y a ce côté, c'est que tu as mis une voie toute tracée, sans doute, des responsabilités, des fonctions, une sécurité financière et autres. Et tu fais le choix de te lancer et de créer ta société, comme on dit, from scratch, tout zéro. Tu me parlais tout à l'heure, il y a une formation qui t'a marqué, qui t'a permis de peut-être de gagner confiance et de te donner envie. Je te laisse peut-être en parler. Oui, alors quand on part d'une feuille blanche, même si j'avais une expérience de l'entreprise
qui était certaine. J'avais bien conscience que d'être entrepreneur, c'était un tout autre programme. Et donc, je me suis inscrit à une formation qui s'appelait, je pense qu'il n'existe plus, qui s'appelle Audace, qui a été fondée par Didier Gesp et Hervé Rabi, qui est devenu ensuite mon associé. Et donc, c'est une formation qui m'a vraiment fait prendre conscience que le métier d'entrepreneur, c'était une posture. On s'oriente dans une direction, on fait des micro-itérations, on se prend les pieds dans le tapis, on tombe, on se relève, et petit à petit, on trouve le chemin. Mais également d'identifier son moteur. Qu'est-ce qui me fait vraiment me lever le matin, qu'est-ce qui est important pour moi, puisque ce ne sont pas, comme beaucoup le pensent, l'idée qui est clé. En fait, des idées, il y en a des millions. Ce qui compte, c'est d'avoir l'idée qui nous correspond. Et puis ensuite, qu'on va, contre vents et marées, pouvoir faire passer de projet à entreprise et entreprise rentable. Forcément, là aujourd'hui, je me rends compte que c'était un peu de la folie de partir d'une feuille blanche, puisque il y a forcément tout à éprouver. Quand je vois aujourd'hui, par exemple des modèles aujourd'hui qui sont franchisés, où le chemin est déjà bien tracé, c'est déjà difficile d'entreprendre. Mais donc d'entreprendre avec cette feuille blanche, c'est une vraie folie, mais passionnante, épanouissante. Donc tu fais cette formation Audace, ça te permet de prendre du recul, de gagner en confiance, tu fais des belles rencontres, etc. Et puis, d'où vient cette idée, tu vas pouvoir nous développer, d'où vient cette idée de Siguar, que je trouve que c'est une idée, un projet entrepreneurial qui marque une vraie rupture. Mais cette rupture, c'est le fruit de quoi ? Alors, en étant chez Promode, j'ai pu me rendre compte un petit peu d'un marché qui faisait une course à l'efficacité. Et qui dit course à l'efficacité, c'est donc la standardisation à outrance. Donc, pour avoir un t-shirt à 4,90 €, avec 70% de marge, c'est clair qu'à un moment donné, il y en a un qui trinque, c'est la planète. Donc, au nom de cette efficacité, fatalement, ça passe par des collections uniques, des collections qu'on fait fabriquer à l'autre bout du monde, ensuite les acteurs qui se copient les uns les autres, et donc avec une offre qui devient certes efficace, mais qui perd son âme. Et donc c'est là où j'ai été assez émerveillé par beaucoup de créateurs qui lâchent leur boulot confortable pour se lancer et lancer leur propre entreprise avec des produits bien faits, bien finis, avec un prix acceptable. Et ces créateurs, en fait, n'ont pas vraiment moyen d'arriver sur ce marché. Voilà. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, je me suis pris, j'ai pris comme exemple un centre commercial un samedi après-midi où il y a du bruit, ça sent la transpiration, il y a des vêtements par terre, on fait la queue, et de me dire qu'est-ce que je peux faire à l'opposé de ça pour essayer de réimaginer un commerce qui soit plus humain. Et c'est là où on est arrivé à un premier business model qui était mis en place de 2015 à 2017, qui était donc de créer des événements shopping. On est vraiment à l'opposé du centre commercial. Donc, ce qu'on appelait un événement shopping, c'est un lieu inspirant de caractères toujours différents. Donc ça pouvait être un hôtel particulier, une usine désaffectée, un jardin. Et de là, on reconstituait une offre avec un fil directeur d'une thématique, avec des créateurs dans les domaines de la mode, du cosmétique, du culinaire, des bijoux, de la déco, etc. Avec un bar et un resto éphémère. Et c'était du vendredi soir au dimanche. Et donc c'est de là où on a pu constituer une communauté de créateurs qui aujourd'hui fait la force de Siguar. Je me souviens de ces événements, ça faisait beaucoup de bruit, ça devait faire venir du monde. Qu'est-ce qui a fait que tu les as pas poursuivis ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as fait ce qu'on appelle un pivot, une rupture de ton modèle ? Alors j'étais convaincu et très amoureux de ce modèle, et pour arriver à la conclusion au bout de 12 événements shopping entre Lille, Paris et Bruxelles, que le modèle n'était pas suffisamment économiquement viable. Toutes les parties prenantes y trouvaient leur compte. En premier, les visiteurs, les créateurs qui pouvaient vraiment parler de leurs produits et de leur marque avec passion lors de chaque événement.
Et c'est là où voilà, une entreprise, si elle n'est pas rentable, ça peut pas. Tu as été rattrapé par l'économique, quelque part à un moment. Exactement. Ouais. Donc ton choix, c'est quoi à ce moment-là? Tu abandonnes le côté événement fort avec tous ces créateurs qui se retrouvent dans un endroit super sympa et tu te dis, tiens, est-ce que je reviens un peu à mes amours, à un modèle plus traditionnel? Est-ce qu'on est un peu là-dedans? C'est vraiment c'est là où je me suis dit, j'ai essayé de passer outre l'emplacement. Vous savez que dans le commerce, hein, on dit qu'il y a trois manières les choses les plus importantes, c'est bien l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Comme dans l'immobilier. Ouais. Et là, de par ces événements shopping qui par définition devaient faire venir du monde sur place, c'était ce qui était le plus difficile à recréer. Et donc je me suis dit, je vais revenir à ce que je sais faire, et donc à des commerces de centre-ville. Voilà, donc d'un premier test rue Esquermoise à Lille, on a pu ouvrir une première boutique donc dans la même rue à Lille. Et c'est là où je me suis dit, on a pu concevoir une communauté de créateurs qui valent vraiment le coup d'être mis en lumière, et le fait de les regrouper sous le même toit, et avec une rotation régulière et donc un renouvellement, c'est là où on tient notre modèle. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai bien aimé, tout à l'heure quand on a discuté, j'ai senti à toi un discours militant. Tu parlais des centres-villes qui peuvent parfois un peu se vider au bénéfice de ces grands malls, etc. C'est quoi ta position aujourd'hui? Alors la raison d'être ou la mission de Siguar, hein, c'est de mettre en lumière ces créateurs émergents et responsables et de les faire réussir sur le marché. Hein, il faut savoir que aujourd'hui, quand on consomme, on vote. Et donc si on va consommer un produit qui va être fait à l'autre bout du monde ou qui va être certes pas cher, on donne de l'énergie, on donne un moteur à ce type d'économie. Après, ce qu'on s'est toujours dit, c'est de se dire on va attirer avant tout par la qualité du produit. Hein, donc on cherche avant tout des produits inspirants et esthétiques, mais également avec un côté éco-responsable, avec pour objectif de progressivement passer d'un achat plaisir à un achat qui est toujours plaisir, mais plus responsable. À la limite que le côté responsable, on l'apprenne dans un second temps, mais sans forcément s'en rendre compte. Hein, mais donc aujourd'hui, je peux dire que Siguar est un projet qui cherche à démontrer et qui démontre qu'on peut être économiquement viable tout en étant responsable, mais également il y a un côté social fort en remettant l'humain au cœur. Donc c'est aussi bien vis-à-vis des clients, on va essayer de les accueillir de manière sincère, de manière authentique. C'est vis-à-vis des équipes. Je pense que le faible turnover de Siguar montre que, et aussi une organisation très horizontale, montre que les équipes s'y sentent bien et ont envie de donner le meilleur d'elles-mêmes, et aussi, bien sûr, avec les créateurs. Et enfin, pour terminer, le côté sociétal, je pense que c'est, avec Siguar, on vient vraiment redynamiser les centres-villes, où on peut voir qu'en ce moment, on observe un jeu de chaises musicales avec beaucoup de changements d'enseignes dans ces centres-villes, et en y mettant en lumière ces créateurs. Hein, et donc, on a un côté B2B aussi là très important. Comment ta famille regarde ton projet d'entreprise? Comment regarde ton positionnement? Alors, j'ai déjà mon père qui a toujours été très curieux et s'est toujours intéressé à Siguar. Il m'a toujours appuyé et supporté à tout point de vue. Hein. D'ailleurs, c'est le fait de quitter l'entreprise familiale qui m'a permis aussi de réajuster une relation voilà. Donc aujourd'hui, on a une relation qui est vraiment au beau fixe. Et puis mon frère Julien qui a repris Promote, qui aujourd'hui a des engagements très forts sur le côté sociétal et environnemental, avec notamment un bilan RSE qui vient de sortir ici au mois de septembre, et avec les 50 ans de Promote qui se passent justement cette semaine-ci. Et le regard, justement, tu parlais de ton papa, tu disais quelque part le fait que tu aies pris ta liberté, que tu te sois lancé toi aussi comme entrepreneur, ça a rééquilibré la relation, ça l'a même améliorée. Tu parles d'un mot, elle est au beau fixe aujourd'hui? Elle est vraiment au beau fixe, et je pense que
un père, ce qui désire le plus profond, dans son fort intérieur, c'est d'avoir des enfants qui sont épanouis, qui puissent porter du fruit, qui soient autonomes. Je pense qu'aujourd'hui, il est très fier du chemin parcouru. Si c'était à refaire, Francis Edouard, est-ce que tu referais la même chose? Je re-signe tous les jours. Tous les jours? Disons que c'est aujourd'hui le fait de pouvoir être son propre patron, d'avoir la vie que l'on a choisie. Je trouve que c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Et donc, si ça devait se refaire, bien sûr que je re-signerais. Ok. On arrive tout doucement au terme de ce podcast. Il y a une question que j'ai envie de te poser parce que je trouve que tu as eu un courage assez incroyable, même si tu n'as pas mis le mot courage, mais qui était à un moment ou à un autre, il y avait un carrefour qui était soit je continue dans la voie, l'entreprise familiale pour laquelle j'ai été préparé, et puis l'autre qui était se lancer dans le grand vide. Et tu t'es lancé dans le grand vide. La question que j'ai envie de te poser, c'est de dire, on voit parfois dans les entreprises familiales le dirigeant qui veut absolument que ses enfants reprennent. Est-ce que c'est d'après toi, avec un peu de recul aujourd'hui, quel regard tu as sur ces dirigeants qui ont envie de transmettre à tout prix à leurs enfants? Quel est ton regard? Comment tu regardes ça avec un peu de recul? Avec du recul, j'ai la conviction que c'est fondamental que chaque être humain puisse avoir la vie qui lui corresponde et là où il va pouvoir porter le plus de fruits. Et une entreprise familiale, par définition, c'est le projet du fondateur, c'est pas le projet de ses enfants. Et personnellement, je pense que à moins d'un engagement vraiment en recréant des conditions de liberté d'un héritier qui va pouvoir peut-être racheter l'entreprise familiale, donc quelque part poser et acter des choix qui vont lui faire passer cette étape. Sinon, je pense que c'est mieux que ça s'arrête au bout de la première génération. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vais certainement pas favoriser à ce que Siguar soit transmis à la génération d'après. Je voudrais vraiment m'assurer que chacun puisse prendre sa voie, et puis après, on verra comment ça évolue. Ouais. En tout cas, je tiens personnellement à souligner, je trouve tu as vraiment le parfait exemple de la personne qui décide de prendre ou de reprendre sa liberté, voire reprendre son identité et de se lancer dans son propre parcours. Merci Francis Edouard. Merci Hervé. À bientôt.